Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Aube dorée, deux mots magnifiques qui recouvrent une réalité qui glace le sang. Aube dorée, c'est le nom du parti d'extrême droite néo-nazi, raciste et violent qui a été durant 7 ans la troisième force politique de Grèce. Mais il y a 3 mois, la justice l'a qualifié d'organisation criminelle. Un verdict historique et une première en Europe où la montée de l'extrême droite continue d'inquiéter. Alors, quelle sera la portée de ce verdict sur les partis extrémistes occidentaux? Et est-ce que ce procès permettra à la Grèce d'en finir définitivement avec ses idées nauséabondes? Regardez ce reportage d'Angélique Kourounis, on en discute juste après. Dans les rues d'Athènes, les appels à la condamnation du parti nazi Aube dorée se sont multipliés. Un parti resté troisième force politique du pays pendant 7 ans, durant lesquels les pogroms n'ont cessé de s'amplifier, meurtre à la clé, sans que la police ou la justice n'interviennent réellement. Είναι άτιμο πράγμα και δεν θα το σεβαστούμε ποτέ. Γι' αυτό και έχουμε την ιδεολογία που έχουμε. Αίμα, τιμή, θυσία, Le 7 octobre, au bout de 417 audiences qu'il était interdit de filmer, le tribunal pénal d'Athènes a rendu son verdict contre les 69 accusés, dont l'ensemble du groupe parlementaire du parti Aube dorée élu en 2012. 50 000 personnes étaient devant le tribunal pour l'entendre. Six des accusés, dont le fondateur du parti, le négationniste Nikos Michaloliakos, ont été reconnus coupables de direction et d'appartenance à une organisation criminelle. Ils ont été condamnés entre 2 et presque 15 ans de prison ferme. Dimitris Zotos était l'un des avocats de la partie civile. Depuis les années 90, il se bat contre Aube dorée dans tous les procès où elle était impliquée. C'était un moment émouvant pour tous ceux qui avaient pris part à ce procès du côté de la partie civile lorsque la Cour a prononcé les mots « coupable en tant qu'organisation criminelle ». Jusqu'au dernier moment, il y avait beaucoup de gens, y compris dans notre camp, qui n'étaient pas du tout sûrs que la Cour irait jusqu'au bout et qu'elle arriverait à cette conclusion qui avait une importance capitale. Parmi les témoins à charge dans ce procès, Stavros Iliou, membre d'Aube dorée dès ses 15 ans, puis assistant parlementaire d'Aube dorée, aujourd'hui avocat à Veria dans le nord de la Grèce, il revient sur son passé de nazi convaincu dont il est sorti grâce au procès. Malgré les menaces dont il a fait l'objet de la part de son ancienne famille politique, il a tenu à nous parler devant la synagogue de la ville, preuve que ce passé est loin derrière lui. À partir du moment où j'ai rejoint Aube dorée jusqu'au moment où je l'ai quitté, j'étais nazi. Nazi et rien d'autre. Je n'étais ni d'extrême droite, ni conservateur, ni nostalgique de la junte. J'étais NSDAP, le parti d'Hitler. Mon lien avec le parti s'est brisé après des agressions isolées de migrants. Non pas parce que j'avais des scrupules, la vie du migrant m'était totalement indifférente. Moi, je voulais les trains. Je voulais faire comme les nazis avec les juifs, les ramasser et les envoyer dans des camps de concentration comme Dachau ou Auschwitz. C'était ça mon approche, c'était ça mon credo. Ça a changé petit à petit, parce que tu ne te couches pas nazi un jour pour te réveiller démocrate le lendemain. Il m'a fallu 6 à 7 mois entre le moment où j'ai quitté Aube dorée
est celui où je suis allé témoigner au procès en juin 2014. Des mois de réflexion où tous les jours, en faisant le chemin inverse dans ma tête, j'ai fini par rejeter ces idées. C'était une erreur des médias et des partis politiques de dire qu'Aube dorée était d'extrême droite. Ça l'a renforcé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se situent à droite du Parti conservateur au pouvoir, qui sont nostalgiques de la dictature des colonels, mais qui ne partagent pas les idéaux d'Aube dorée, qui ne sont pas antisémites, qui n'adhèrent pas à l'idée de supériorité raciale. Si les partisans de l'extrême droite, ultra-conservateurs ou ultra-religieux, avaient su que nous étions de ceux qui justifiaient les crimes de guerre commis par les nazis dans notre pays, ils ne nous auraient pas soutenus. Autre témoin à charge dans ce procès historique, le journaliste Yannis Batsakis du journal des rédacteurs. L'un des rares quotidiens qui ait relayé depuis des années le caractère nazi et criminel d'Aube dorée. Pour lui, ce procès a une dimension internationale majeure. Puisqu'elle est parvenue à rentrer au Parlement en copiant la stratégie d'Hitler, qui lui est rentré au Parlement allemand avec l'intention de le dissoudre, eh bien, Aube dorée est devenue le modèle de tous les groupes fascistes et nazis d'Europe. Nous savons qu'il y a eu des échanges et des visites d'organisations similaires, notamment pour assister aux fêtes aubdoriennes. L'effondrement d'Aube dorée est un coup énorme porté au fascisme et au nazisme dans toute l'Europe. Ça, c'est un fait. Si Aube dorée est restée 7 ans dans le Parlement grec, c'est qu'elle bénéficiait d'une complaisance accrue des institutions du pays, jamais totalement démocratisée depuis l'occupation nazie, ni même depuis la chute de la dictature des colonels en 1974. Néanmoins, Eleftheria Tobadzoglu, l'une des avocates de la partie civile, elle-même victime d'Aube dorée, garde espoir pour une future réelle démocratisation de ces institutions. Une purge dans les administrations, infiltrée depuis des décennies par l'extrême droite, surtout à partir de la guerre civile et la dictature, ne peut pas se faire avec cette seule décision juridique. C'est certes un bon début, mais pour une catharsis, par exemple des forces de l'ordre, il faudrait une volonté politique, qui aujourd'hui, de toute évidence, n'existe pas. Le jugement est donc un outil tant dans les mains de la société que du système politique, au cas où il voudrait s'en servir pour une amélioration des administrations. Je pense qu'Aube dorée est un phénomène unique au monde, ne serait-ce que pour son action qui combinait partis politiques et organisations criminelles. Elle a réussi à entrer au Parlement et malgré ça, elle a été jugée et condamnée tout en restant un parti politique. Ça devrait aussi amener d'autres pays à réfléchir, car l'entrée en soi d'Aube dorée au Parlement, avec les caractéristiques qu'elle avait, aurait dû déclencher une sonnette d'alarme dans les autres pays, sur comment il est facile pour une telle organisation d'infiltrer le système politique et donner en même temps une façade de respectabilité. Pour moi, c'est ça qui ressort du verdict. Je ne crois pas qu'il faut attendre des morts pour ensuite les honorer par des luttes. Il faut faire exactement l'inverse. Empêcher que de telles situations se produisent. Un peu plus loin, dans le quartier populaire de Petralona, les bureaux de Simio, l'organisation pour la surveillance de l'extrême droite. Ici, on prépare l'avenir. Une partie importante de l'activité de Simio est centrée sur l'éducation. C'est à l'école que sont développées les bases de la réflexion démocratique. Il faut qu'on y donne une importance particulière car c'est aussi dans les écoles et les lycées que l'extrême droite recrute sa clientèle. Avec l'effondrement d'Aube dorée, je pense que les structures existantes de cette organisation et de ses satellites sont vouées à la disparition. Mais il reste à répondre à la question « Comment ça a été possible ? Comment une telle structure avec une hiérarchie autoritaire, avec un parti qui avait pour raison d'être la violence, a pu se développer ainsi ?» Car je crois que c'est cela que les radicaux de l'extrême droite d'Europe admiraient dans Aube dorée. Pour Simio, les idées de l'extrême droite reprises en partie par les formations politiques conventionnelles sont le danger à venir. Une partie au moins de leur agenda a été adoptée par la Nouvelle Démocratie, le parti conservateur au pouvoir, dont plusieurs hauts cadres sont d'anciens de l'extrême droite.
Mais il est très important que nous n'ayons plus de victimes de terrorisme d'extrême droite. Les sections d'assaut n'existent plus. Les militants d'extrême droite ont trop peur en ce moment de descendre dans la rue, commettre des crimes, de s'en prendre aux gens, les blesser ou les tuer. Le danger d'une vague d'extrémisme politique n'a évidemment pas disparu. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'on ne peut rien faire. Il y a des choses que nous pouvons faire, dans l'éducation, dans notre culture politique, dans la déontologie des médias. Il faut faire des choses, se préparer, se renforcer dans la lutte. Il ne faut pas croire qu'on se bat contre un monstre qu'on n'arrivera jamais à vaincre. Nous pouvons le vaincre. De telles décisions de justice aident, même si elles ne sont pas une fin en soi. Bonjour Angélique Kouronis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est à vous qu'on doit ces images qu'on vient de voir. Vous êtes journaliste, vous êtes reporter et vous vous intéressez à Aube Dorée depuis de nombreuses années pour tenter de comprendre comment et pourquoi ce parti a été la troisième force politique en Grèce pendant 7 ans. Dites-nous en quoi véritablement ce verdict-là, ce procès-là est historique. Alors d'abord, ce n'est pas que à moi. Il y a toute une équipe qui travaille derrière et sans elle, rien n'est possible. Ce verdict, déjà pour la Grèce, c'est extrêmement capital parce que ça fait plusieurs décennies que Aube Dorée agissait dans la rue, tuait, avait ces escadrons qui semaient la mort. On a eu au moins 2 victimes connues. Donc le fait que cette organisation qui pendant 7 ans a été dans le Parlement, élue légalement et pu être jugée organisation criminelle, c'est quelque chose on a mis 5 ans à arriver à ce résultat et jusqu'au dernier moment, on avait peur que le résultat ne soit pas celui souhaité. C'est la réponse au fait que dans une démocratie, on peut arriver au bout de ce type de phénomène, mais ça laisse, comme les gens l'ont dit, en entier toutes les questions que l'on peut se poser sur comment est-ce que ça a pu se faire pendant 7 ans, après les premiers assassinats, alors qu'on savait que ce parti, cette organisation criminelle assassinée, pourquoi est-ce que les Grecs ont quand même envoyé, 500 000 Grecs ont quand même voté pour ce parti. Et le fait qu'il y ait eu cette condamnation, ça donne un outil aux gens qui veulent, un outil légal aux gens qui veulent se battre contre ces idées, notamment dans le secteur éducatif, parce qu'il y avait beaucoup de parents obdoriens qui intervenaient dans les cours et qui interdisaient qu'on donne telle ou telle version de l'histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, les éducateurs et les professeurs ont ça. C'est une organisation criminelle. On peut dire que c'est une organisation criminelle. Bonjour Jean-Yves Camus. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste des extrêmes droites européennes et des populismes. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que grâce à cette décision de justice, la Grèce en a fini avec les idées portées par Aube Dorée ? Alors, la Grèce en a fini, sans doute, et c'est déjà beaucoup, avec les actions violentes que Aube Dorée a perpétrées depuis de nombreuses années. C'est fondamental parce que, encore une fois, on parle d'un pays qui est dans l'Union européenne. On parle d'un pays qui doit respecter un certain nombre de normes et où, pendant des années, un groupe d'un nazisme un peu particulier, mais un groupe effectivement néo-nazi, a pu perpétrer des crimes sans que l'appareil d'État se bouge et avec, très certainement, ça a été dit dans le reportage, en arrière-plan, un certain nombre d'idées qui avaient imprégné le corps social, qui avaient imprégné aussi la police, donc un certain laisser-faire. Après, en politique, rien n'est jamais fini. Il est possible, effectivement, qu'une autre organisation se forme, mais enfin, c'est quand même un cas à peu près unique en Europe de parti politique qui passe en procès, j'allais dire, pour l'ensemble de son œuvre. Il y a un fait, effectivement, qui déclenche, c'est l'assassinat de Pavlos Frissas, mais pour l'ensemble de son œuvre. Blanc. Et le résultat, c'est effectivement une mesure d'interdiction qui, à mon avis, va être effective, qui porte un coup très dur, et qui porte un coup très dur au-delà de la Grèce. Parce qu'effectivement, comme cela vient d'être dit, Aube Dorée était un modèle. Pourquoi Aube Dorée plutôt qu'un autre ? Précisément parce que c'était un mouvement qui allait, j'allais dire, passez-moi l'expression, au fond de son trip. C'est-à-dire que les néo-nazis, d'habitude, sont des gens de marge.
Le néonazisme existe. Il existe sous la forme de skinhead néo-nazis, il existe sous diverses formes extrêmement peu parlante pour le grand public. Mais là, c'est un parti politique. C'est un parti politique qui rentre au Parlement. C'est un parti qui rentre au Parlement européen. C'est un parti qui interagit avec diverses formations en Allemagne, en Italie, en France. Moi, j'ai vu une députée d'Aube Dorée manifester à Paris, par exemple, avec des gens du NPD allemand, avec des gens du Jobbik hongrois, etc., etc. Et donc il y avait comme ça une dissémination, oui, un aspect de respectabilité. Oui, mais pourquoi ? Parce que c'est précisément la non-respectabilité qui faisait le succès. C'est-à-dire que pour les militants d'ultra-droite, un peu partout à travers l'Europe, voir des gens habillés comme l'étaient les militants du NSDAP, voir ces espèces de messes au flambeau avec le chef qui parle dans un halo de lumière, ça prouvait que c'était encore possible d'aller aussi loin. Mais j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez, et cette question est pour vous, Angélique Kourounis. La violence, elle était là, en pleine lumière, en pleine rue, malgré les aspects de respectabilité que vous avez soulignés, Jean-Yves Camus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un laisser-faire de la part de l'État grec ? Oh bah, je vous trouve gentil de dire laisser-faire. C'est pas un laisser-faire, c'était une complaisance totale. La première personne qui a été extrêmement violemment agressée et qui s'est retrouvée plusieurs mois dans le coma, ça date des années 90. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. C'est ça où je dis qu'il y a un problème dans la société grecque qui est que, alors qu'on savait que la violence était sa seule arme politique, alors que les Obdoriens se filmaient eux-mêmes, comme dans les images qu'on a vues lorsqu'ils renversaient dans les marchés, les tables qu'avaient des migrants essentiellement pour vendre leurs choses, eh bien, ils les renversaient eux-mêmes. On a vu des Obdoriens aller dans des hôpitaux pour agresser les infirmières étrangères. Donc tout ça, on l'a vu, ils se filment eux-mêmes, ils le mettaient sur leur site, et ça donnait aux Grecs, en pleine période de crise, il ne faut pas oublier ce phénomène, qu'ils sont les seuls à pouvoir faire le ménage, ils sont les seuls à s'occuper d'eux, et ça, c'est parce que les médias ont été extrêmement complaisants. Ils ont fermé les yeux, parce qu'une partie du monde politique disait finalement, Aube Dorée avec un costume, on pourrait peut-être s'entendre avec eux, c'est pas mal. Et puis, on a eu la police qui fermait les yeux, parce que Aube Dorée faisait le sale travail qu'elle ne pouvait même, elle, faire dans les manifestations. Et puis, il y a eu tous les petits gens qui étaient laissés sur le carreau, sur le banc de la société par la crise, qui n'ont pas cherché à savoir plus loin et qui ont voté Aube Dorée. Et j'insiste, les Grecs ont envoyé Aube Dorée après l'assassinat de Pavlos Fyssas en 2013, après l'assassinat de Sevzat Loukman. Donc, ça ne les dérangeait pas finalement beaucoup. Ça ne les dérangeait pas beaucoup, mais moi, j'ai une question pour vous deux sur cet aspect d'aide et de soutien. Parfois, Aube Dorée a distribué de la nourriture aux gens en Grèce. Quel a été le rôle ou peut-être le laisser-faire de l'Église officielle par rapport à Aube Dorée ? Est-ce qu'ils ont condamné ? Est-ce qu'il y a eu un soutien ? Est-ce qu'il y a eu un laisser-faire de la part des gens de foi ? Alors, l'Église orthodoxe grecque a été divisée. Elle a été divisée parce que vous aviez une partie des évêques et des religieux qui disaient c'est des chrétiens, s'ils viennent nous demander qu'on bénisse leurs actions, on ne peut pas aller contre. Il y avait parmi ces gens-là des nazis et des fascistes convaincus, parmi le clergé, comme l'évêque Amvrosios, qui a été d'ailleurs condamné, qui ne peut plus faire la messe, donner la messe actuellement. Et puis, il y a une partie du clergé qui s'est fondamentalement opposée et qui a dit, moi, quelqu'un qui vient avec un t-shirt à l'effigie d'Aube Dorée, je ne lui donne pas la communion. Cette idéologie est incompatible avec la foi chrétienne. Donc, ça a été très divisé. La distribution de nourriture s'est faite de façon très médiatique. Et d'ailleurs, il y a eu des Italiens qui sont venus prêter main forte et qui ont donné aussi Alba Dorada, qui ont distribué de la nourriture avec Alba Dorada, ça veut dire qu'il y avait des branches italiennes d'Aube Dorée. Non, c'était une branche, complètement autonome, oui, qui sont venus. Jean-Yves Camus, ça veut dire que la démocratie en Grèce était ou a été en danger ?
ça veut dire qu'incontestablement, il y a un travail de démarcation par rapport à ce qui est extrême qui n'a pas été complètement fait. Et ce travail remonte en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'effectivement, il y a une question de travail de mémoire. Le paradoxe énorme de ce qu'on vient de voir, c'est que ça se passe dans un pays qui a connu une occupation nazie qui a été absolument dramatique. Oui, il y a eu 300 000 morts de la famine. Et que parmi les gens qui ont voté pour ce parti, et parmi ceux qui, à un moment donné, leur ont donné un coup de main, et il y en a très certainement quand même qui connaissent leur histoire nationale. Donc, à un moment donné, si vous voulez, la partie inexplicable du phénomène, pour moi, c'est ce manque de connexion entre... Mais attendez, ces gens sont des nazis, on a été occupés par les nazis, et le peuple grec en a terriblement souffert, et pourtant, je trouve que finalement, ces gens sont à peu près respectables, voire tout à fait respectables. Comment ça peut se penser simultanément? Et comment ça peut se penser simultanément, Jean-Yves Camus? Ça peut peut-être se penser simultanément parce qu'il y a un déficit. Là, encore une fois, je parle de loin. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la Grèce. Un déficit de l'action éducative sur l'histoire nationale. Peut-être parce qu'effectivement, du côté des forces de l'ordre et de l'appareil d'État, il y a des gens qui sont quand même encore un petit peu borderline, sinon avec le nazisme, du moins avec le fascisme. Et puis, ça se pense aussi parce qu'il y a un contexte particulier, qui est le contexte de crise. Parce que la Grèce a quand même été dans une situation économique et sociale terrible. Bien sûr. Terrible. Et ceci, je dois dire, dans ce qui m'est apparu être la très grande imprudence de l'Union européenne et des institutions nationales qui lui ont imposé les plans d'austérité qui se sont succédés, et qui raisonnait de manière froide, mathématique et comptable, en disant « vous abaissez votre déficit budgétaire jusqu'à la norme, sinon vous serez puni », sans voir l'essence que ça pouvait mettre dans le moteur de mouvements extrémistes comme Obdoré. On va, Angélique, je vais vous donner tout de suite la parole. On va regarder en images les motivations. On va connaître des habitants de Grèce qui ont donné leur vote à Obdoré, puis on revient juste après. Ces 4 femmes viennent de milieux totalement différents. Sultana est l'archétype de la classe moyenne laminée par la crise. Maria est une petite fonctionnaire à la retraite qui a perdu une grande partie de ses revenus. Zeta, une chômeuse de 40 ans qui n'a plus rien. Et Kostadina vient d'un milieu très aisé. Aucun point commun entre ces femmes qui chacune votaient différemment avant la crise. Εγώ σε όλα μου τα χρόνια ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Όμως δεν έχει σχέση η Νέα Δημοκρατία αυτή που γνωρίζαμε με τη Νέα Δημοκρατία που έχει γίνει τώρα. Τώρα έχει γίνει συνοθήλευμα. Καταλάβατε. Εγώ βρήκα στη Χρυσή Αυγή αλληλεγγύη. Αυτό με ενδιαφέρει. Η επόμενη ψήφος που θα ρίξω θα ήθελα να είναι υπεύθυνη και με απόλυτη συνειδητότητα. Θεωρώ ότι οι βουλευτές Χρυσής Αυγής είναι απόλυτα ειλικρινείς. Όλες αυτές οι αλήθειες που λένε, ακόμα και που λίγο που τους βρίζουν τους υπόλοιπους, γιατί και από τα υπόλοιπα κόμματα οι βουλευτές δεν είναι και άγιοι, απλά δεν τα δείχνουν. Εμείς βγαίνουμε περισσότερα προς τα έξω. Εκφράζουν τη γνώμη πολλών Ελλήνων. Έλεγα δεν θα ψηφίσω κανέναν. Κανέναν. Μετά, επειδή η οικογένειά μου, ο γιος μου, ο άντρας μου ήταν στη Χρυσή Αυγή, από τότε που ξεκίνησε, είχαν τις ιδέες, ψηφίζανε. Εγώ, μου λέγει ο γιος μου, έλα να ακούσεις. Λέω, θα τους ακούσω όλους και θα δω τι θα πάω να ψηφίσω. Όλους θα τους ακούσω. Και όντως πήγα, με πήρε ο γιος μου και ο άντρας μου και πήγαμε στο ξενοδοχείο που μιλάγανε ο αρχηγός, ο κύριος Μιχαλολιάκος και οι βουλευτές και μου έκανε εντύπωση που λέγανε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, για την Ελλάδα, τους Έλληνες. Angélique Kourounis, on voit ces femmes qui prennent le thé, qui discutent du vote qu'elles ont donné, de leur vote qu'elles ont donné à un parti qui a quand même une nostalgie réelle, marquée pour les idées, l'idéologie du Troisième Reich. C'est un peu une forme de banalité du mal qu'on a sous les yeux. Est-ce que ça veut dire que chacun de nous, on pourrait succomber à des idées et se laisser séduire par des idées telles que celles portées par Obdoré? Si en 2020, 2021 même, on se laisse
séduire par ses idées, c'est qu'il nous manque, soit on est raciste, antisémite et fasciste en soi, soit on a loupé une partie de l'histoire de ce siècle. Et c'est exactement le problème que disait Jean-Yves Camus, c'est qu'en Grèce, par exemple, la Shoah n'est étudiée que ces dernières 5-6 années. C'est très récent. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été une priorité, parce que, bon, on n'a pas étudié la Shoah, mais on n'a pas non plus étudié la guerre civile qui a ravagé le pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Grèce, en 1945, se sont retrouvés au pouvoir ceux qui avaient collaboré avec les nazis. Obdoré, c'est les descendants directs. Le fondateur, Michalogliakos et Kassidiaris, leurs parents, c'était des collaborateurs, c'était des gens qui participaient activement à la dénonciation et à l'exécution des opposants et des résistants ou des juifs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comme on n'a pas étudié cette partie-là, on n'a pas non plus étudié, et on n'étudie toujours pas ce qui s'est passé réellement dans la guerre civile qui a suivi et qui s'est terminée en 1949 et qui a débouché plus tard sur la dictature. Donc, il y a un problème d'éducation. Mais pour en revenir à l'Union européenne, alors c'est vrai que les Grecs sont ceux qui se retrouvent dans l'isoloir, mais au pic de la crise, les directives européennes étaient « ne votez pas à gauche, ne votez pas Syriza », parce qu'ils avaient peur d'un parti qui refusait l'austérité. On l'a entendu. Tout ce que... Donc il y a eu des directives dites et redites, mais... Non, ils n'ont jamais dit « ne votez pas nazi, ne votez pas Obdoré », alors qu'il y avait déjà 21 députés. Ils ont dit « ne votez pas pour la gauche ». Voilà, entre le rouge et le noir, ils ont préféré le noir. Jean-Yves Camus, quittons l'Union européenne, et ce sera ma dernière question, pour partir du côté du Capitole, de Washington, et de cette prise d'assaut qui a eu lieu au début de cette année. Est-ce qu'on peut dire que peut-être les partisans, les gens qui sont entrés dans le Capitole, ont des similitudes avec les partisans d'Obdoré ? Alors certains. Dans les événements du 6 janvier au soir, il faut distinguer, me semble-t-il, la foule des suiveurs qui était réellement venue pour Donald Trump parce qu'elle lui voue un culte qui est assez proche de celui qu'ils peuvent vouer par ailleurs dans les églises évangéliques auxquelles ils appartiennent. Et Donald les leaders, Trump en demi-dieu. Et puis, il y avait effectivement, et là, l'enquête commence à avancer, les responsabilités commencent à être établies, une avant-garde composée de gens appartenant soit à un certain nombre de milices venues des autres États des États-Unis, et parfois de très loin, parfois de la côte ouest, et puis un certain nombre de petits groupes qui professent... Alors, est-ce que c'est du nazisme ? C'est pas du nazisme pur. D'ailleurs, même le nazisme d'Obdoré n'était pas du nazisme pur. Il était amalgamé avec des quantités, un peu d'occultisme, un peu d'histoire grecque ancienne, un peu de fascisme. Mais aux États-Unis, c'est pareil. Je dois vous couper, Jean-Yves Camus, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission, mais ça veut dire qu'il y a quand même entre ces deux, entre l'Atlantique, des deux côtés de l'Atlantique, des similitudes et une volonté Et surtout une capacité d'adaptation de ces idéologies à la modernité, à aujourd'hui, parler avec le langage de 2021 des sujets de 2021. Merci à vous deux d'avoir été là. Quant à vous, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou bien sûr sur nos réseaux sociaux.